Donc, pour répondre à ta question, comment s'éduquer, les gens qui ne te recommandent aucun produit, qui Mhm. sont là juste parce que eux, ils sont déjà milliardaires et ils ont juste un intérêt de transmettre de l'information, c'est cela qu'il faut écouter. D'accord. Les mecs qui n'ont jamais rien prouvé, qui n'ont pas vraiment d'expérience dans la finance et qui, tout d'un coup, sont dans la finance et qui disent, voilà, faut acheter tel crypto qui s'est craché il y a 2 jours. Faut faire très attention à ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol. Bonjour à toutes et à tous, hello Matt. Salut. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour parler d'argent. On va parler d'argent, on va parler de finances, on va parler d'investissement aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre le temps et merci de prendre le temps surtout pour nous, expatriés français. Merci de m'inviter. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent. Pourquoi? Parce que déjà, on a eu cette discussion Ce premier ensemble. podcast. Mhm. Et c'est par rapport aux expatriés français aussi, qui on peut avoir du mal à savoir vers où se diriger, vers quoi se diriger aussi en termes d'investissement. Il peut y avoir énormément d'informations et le fait qu'on soit à distance par rapport à la France, on peut se sentir très perdu. Et puis tout le côté administratif et paperasse, je sais que ça peut nous stopper assez rapidement. Mhm. Donc, je sais qu'on voulait parler de ça et puis on a évoqué un truc ensemble aussi par rapport aux émotions et par rapport à comment se gérer émotionnellement par rapport à l'argent, que ce soit en termes d'investissement, mais aussi juste son rapport quotidien à l'argent, comment se gérer, comment économiser, comment dépenser et comment vivre bien et vivre selon ses moyens. Donc, merci encore d'être là aujourd'hui, Matt. Merci Mel, je suis prêt. Juste pour t'introduire un petit peu, est-ce que tu peux nous dire voilà, qui tu es, combien de temps ça fait que tu es en Australie et ce que tu fais exactement? Ouais, bien sûr. Écoute, ça va faire 15 ans que je suis en Australie. Je suis reparti en France, je suis revenu, mais en gros 15 ans, je suis arrivé en 2007. J'ai fait ma dernière année de bachelor ici en marketing. Ensuite, après, j'ai fait un master en commerce international spécialisé finance à Brisbane. Mhm. Et puis après, en fait, j'ai trouvé un boulot en tant que conseiller financier à la BNP. Ça a été mon premier travail en France, où j'ai bossé pendant entre 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, je suis revenu en Australie et j'ai commencé ma carrière de gestionnaire patrimoine à partir de 2014-2015 en Australie. Alors, pas en tant que gestionnaire, mais en tant qu'associé d'abord. Mhm. Et puis après, en passant aussi des diplômes, des certificats. Je suis ou j'étais Certified Financial Planner, donc c'est la plus haute certification de gestion de patrimoine, de gestionnaire de patrimoine en Australie. Et fin 2019, début 2020, c'est là où j'ai commencé à m'occuper uniquement, exclusivement des expatriés français. D'accord. Et la raison pour laquelle je me suis spécialisé là-dedans, c'est que c'est plus simple pour moi qui ait une expérience approfondie du marché australien et également du marché français, de pouvoir aider les Français qui restent ici pendant 3, 5, 10, 15 ou encore plusieurs années. Ouais. Donc, j'ai, entre guillemets, cette expertise qui fait que j'essaye ou j'aide les expatriés à prendre les meilleures décisions pour eux, quoi. Trop top. Et merci parce que du coup, nous, ça nous aide beaucoup de pouvoir t'avoir présentiellement ici. Si tu veux, mon background éducatif n'a rien à voir avec la gestion de patrimoine. Ok. Moi, c'est plus la finance. Et en fait, je suis tombé un peu dans la gestion de patrimoine par hasard. Et en fait, ça m'a vraiment plu de pouvoir lier à la fois la finance et à la fois la relation clientèle et vraiment d'essayer d'aider les gens, en fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, je suis parti des banques. Le problème des banques, c'est que elles créent des produits financiers et forcément, elles recommandent ces produits financiers. Oui. Donc, il y a pas d'indépendance dans la recommandation. Et je pense qu'on va y venir un peu plus tard de toute façon, mais c'est pour ça que je me suis détaché de ce type d'emploi. Ce que je recherchais réellement après avoir fait l'étape, après avoir travaillé dans une banque, c'est de travailler
comme un indépendant, Mhm. dans le sens où moi, mon intérêt, c'est que le client à la fin soit satisfait de mes services, me recommande ou revienne plus tard. Pas qu'il y ait tel ou tel produit qui me donne plus d'argent et donc que ce soit juste un one-shot vis-à-vis d'un client. Mhm. Si tu veux, ça se fait beaucoup en banque, ou ça se faisait beaucoup en banque. Maintenant, j'y travaille plus, donc je vais pas parler de ce que je ne connais pas. Mais moi, ce que je recherche réellement, c'est que il y ait une satisfaction clientèle à la fin de la procédure. C'est tout ce que je recherche. Même si à la fin, en fait, il y a un produit qui, soit il n'y a même pas de produit, soit le produit me rémunère beaucoup moins que certains autres produits. On va revenir là-dessus, mais du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement pour aider les Français expatriés? Ou les Français, je pense que tu aides aussi des Français qui sont en France. Oui, en fait, j'ai des clients qui sont en France, en Chine, en Australie. En fait, si tu veux, je suis un client dépense, dans le sens où j'utilise leur back-office et leur middle office pour travailler les dossiers que j'ai, que ce soit en Australie, en France, en Chine, peu importe. Un des avantages de travailler en tant que conseiller financier indépendant, donc il y a Equance qui chaperonne tout ça, mais je ne suis pas du tout employé d'Equance, je travaille en tant que conseiller financier indépendant. Ok. Est-ce que tu peux définir un petit peu plus ce que tu fais quand tu aides les Ouais, Français bien en sûr. termes de financement? Écoute, Parce que, enfin, du coup, je remets un petit peu en situation, c'est que moi qui suis pas du tout finance, par exemple, ouais, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans le même panier, ne vous inquiétez pas. Moi, quand je suis venue vers toi et que tu as commencé à me dire gestionnaire de patrimoine, moi j'étais paumée parce que bah, on m'a jamais vraiment appris ce que c'était. Je sais pas ce que ça voulait, enfin, je savais pas ce que ça voulait dire produit financier. Donc, tu vois, là, par exemple, tu évoques ce mot-là. Et c'est un peu compliqué parfois quand tu n'as vraiment jamais été baigné là-dedans, d'un coup, de découvrir un petit peu tout ce monde-là. Donc, est-ce que tu peux te définir un petit peu plus, qu'est-ce que tu fais concrètement pour aider les Français à investir? bien sûr. Écoute, si tu veux, il y a un spectrum de services que j'offre en tant que conseiller, en tant que gestionnaire patrimoine. D'abord, il y a tout ce qui est investissement. Donc, l'investissement, il peut être marché financier, il peut être marché immobilier. Dans les marchés immobiliers, ça peut être SCPI, ça peut être nue propriété, ça peut être LMNP, ça peut être déficit foncier, monument historique. Ensuite, tu as tout ce qui concerne private equity and private debt. Donc, c'est tout ce qui est produits non listés. Alors que les marchés financiers que j'énonçais auparavant, si tu souscris à une assurance vie, que ce soit en France ou au Luxembourg, généralement on va au Luxembourg pour certaines raisons fiscales. Je ne sais pas si on va rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce type de produits financiers que je recommande si l'objectif de mon client est en lien direct avec ce type de produit. Donc ça, c'est la partie produits financiers. Ensuite, après, tu as la partie conseil qui est plus au niveau de la taxe et de la stratégie. Donc, taxe, forcément, comme généralement, je deal avec des clients qui sont soit en Australie, soit autre part qu'en France, il y a une problématique fiscale, c'est-à-dire que quelles sont les conventions bilatérales entre le pays de résidence fiscale et la France, et quels sont les impacts fiscaux. Ensuite, tu as tout ce qui concerne forcément la stratégie. Est-ce que la stratégie, c'est mieux de mettre en place, de prendre du cash et d'investir directement, de prendre un crédit, de réfléchir à quelle est la meilleure stratégie. Après, tu as quand même, j'ai en tête la partie successorale. Parce que même si on n'y pense pas, tout de suite, quand on a 30 ans, 40 ans, même si c'est pas forcément un objectif primaire, c'est un objectif secondaire, il faut quand même le garder en tête. Parce qu'un jour, peut-être que certaines personnes de 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans vont avoir des enfants ou ont des enfants. Et quel va être l'impact de nos décisions maintenant sur le futur? Mhm. Et donc faut aussi le prendre en considération. Donc généralement, voilà, ça va jouer sur ces pôles-là, taxe, stratégie, investissement, donc produits financiers, et en fonction de l'âge, succession. Ok. Et donc, ton rôle à toi, c'est vraiment d'accompagner de A à Z, donc vraiment toute la stratégie. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut venir vers toi et te dire, voilà, j'ai tant d'argent à investir, j'ai tant d'argent qui dorment à la banque, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut venir vraiment complètement les yeux fermés avec zéro idée et zéro projet en Complètement, tête. Ok. complètement. C'est réellement l'objectif qui va guider la stratégie. Et ça, si tu veux, pour mettre un warning par rapport à d'autres, soit gestionnaires patrimoine, soit professions qui sont dans le commerce de produits, soit financiers, soit immobiliers, etc. En tout cas, personnellement, moi, c'est l'objectif du client
qui me guide dans le choix de la stratégie que je vais utiliser pour eux. Si je sais ou si je sens que le client, l'objectif, il n'est pas à travers moi, mais il est à travers quelqu'un d'autre, je vais avoir absolument aucun mal de lui dire, écoute, ça sert à rien de dealer avec moi parce que je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Mm. Il vaut mieux que tu ailles dealer avec quelqu'un d'autre. Ok. Euh, et ça, c'est important de le souligner parce que je pense il y a d'autres personnes ou d'autres professions qui font que dès qu'elles voient un client ou un prospect, peu importe si c'est dans le meilleur intérêt des clients, vont essayer de les faire souscrire aux produits qu'ils recommandent. Mm. Moi, si tu veux, ça m'intéresse pas du tout en fait. Mm. Parce que je vois la relation long terme. Et pour moi, la relation long terme est beaucoup plus importante que juste une relation court terme où la personne ne va pas être satisfaite du produit. Et j'imagine quand même que les gens qui viennent vers toi, tu dois peut-être aussi un petit peu checker leur rapport à l'argent, la relation avec la prise de risque. Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez peut-être, mais le rapport qu'on a à l'argent, déjà souvent, il revient à l'enfance, je pense, à l'environnement dans lequel on a grandi. Ouais, Si on a été dans un environnement où les parents avaient du mal à joindre les deux bouts, je pense qu'on a ouais, une certaine peur et on voit l'argent comme de la rareté, comme vraiment voilà, une assiette assez rare. Et du coup, on grandit avec cette peur énorme de faire des prêts, de faire de l'investissement, parce qu'on a l'impression qu'il faut vraiment tout garder. Alors qu'à mhm, l'inverse, si on a grandi dans un environnement où on nous a appris justement exactement ce que c'était que l'investissement, comment gérer des assets, comment gérer des biens, etc., bah, du coup, on grandit en prenant ce risque-là et sans vraiment voir ça comme un gros risque et plutôt voyant ça comme quelque chose qui va permettre de faire fructifier tes sous, par exemple. Donc, je pense que c'est important de le rappeler parce que je sais que pour des gens qui peuvent nous écouter maintenant, c'est toujours compliqué de parler d'argent, entre guillemets, c'est assez tabou en France, et pourtant, ça devrait pas. Je pense que si on s'intéresse un petit peu plus à vraiment voilà, le domaine financier, le domaine de l'argent et le domaine de l'investissement, il y a des livres comme Père riche, Père pauvre qui nous en apprennent énormément sur bah, c'est pas tabou. Et en fait, à partir du moment où tu apprends un petit peu, bah, tu peux apprendre aussi à gérer tes émotions et à un petit peu oublier tes croyances limitantes qui remontent à ton enfance et qui t'ont dit, par exemple, attention, ne prends pas de risques, il faut pas perdre ses sous. Et du coup, qui te stoppent aujourd'hui dans des potentiels investissements. Moi, j'aimerais bien écouter ton avis là-dessus. Comment tu gères l'émotionnel par rapport à l'argent et comment tu guides les gens et les rassures, entre guillemets, par rapport aux risques potentiels. alors, c'est un très très bon point. Et pour te donner un petit background, j'ai été élevé un peu dans cette optique-là où pas du tout que mes parents devaient joindre les deux bouts. C'était pas le problème, c'était juste la guerre. En France, on a cette histoire vis-à-vis de la Première et la Seconde Guerre mondiale qui fait que quand on a encore des grands-parents en vie, ils vous racontent leur histoire qu'il manquait de viande, de lait, de trucs comme ça, qu'ils devaient aller donner un stamp pour aller se nourrir. Et donc, en France, je crois que, à vérifier, mais je crois que la France et les Français et les Japonais sont les deux cultures les plus économes au monde. Et je crois que la France est la plus économe au monde du Wow. fait que les Français croient en deux choses, l'immobilier et le cash. C'est pour ça que le livret A et les fonds en euros sur des assurances vie, ce sont les actifs les plus majoritaires en France. Tout ce qui est action est très très mal vu en France. Parce que en France, on a cette vision que avoir des actions, donc être actionnaire, c'est être avec le grand patronat, et donc c'est spolier les employés. C'est un peu cette mentalité-là. Il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que les Français ne sont pas très marché financier, pour être honnête, comparé aux Australiens qui sont beaucoup plus sensibles au marché financier parce que eux, ils ont la superannuation, qui est le fonds de pension australien. Et en fait, par relation avec leur superannuation, ils sont obligés d'investir sur les marchés financiers. Donc, ils ont déjà cette, euh, cette connaissance du marché financier intrinsèque du fait de leur superannuation. Alors que les Français, on a une retraite, entre guillemets, garantie par annuité en France, en tout cas pour l'instant, jusqu'à temps que ça change. Et donc, les Français n'ont pas cette connaissance-là des marchés financiers comme les Australiens ou comme les Américains. Donc ça, D'accord. c'était le point que je voulais souligner. Ensuite, pour revenir à ton point sur comment je gère mes clients vis-à-vis de leur profil de risque. Écoute, c'est simple. C'est une question. Déjà, je pense que c'est vraiment une question de confiance. C'est bête à dire, je pense, mais à la fin, en fait, c'est vraiment en fonction de leur objectif, ce qu'ils veulent accomplir sur du court terme, moyen terme, long terme. Si ça rentre comment dirais-je,
dans une optique de prendre un risque, mais un risque contrôlé, c'est-à-dire prendre un crédit, investir sur l'immobilier, ou alors investir du cash pour aller sur les marchés financiers, alors je leur recommande de le faire. Et on manage le risque, en fait. On manage le risque. Et en tant que conseiller financier, c'est mon domaine, c'est mon devoir de manager le risque, et de leur faire comprendre que le risque, comme tu l'as dit, des fois, il faut en prendre. Le moins de risques tu prends, le moins de retour de performance tu prendras. Ok. Je me souviens qu'une fois, tu m'as dit un truc. Alors ça, c'est par rapport au risque, oui. Et une fois, tu m'as dit quelque chose par rapport aux émotions et tu m'as dit, si tu commences à penser avec ton cœur, du coup, tu pourras jamais investir correctement et tu pourras jamais investir sereinement. J'aimerais bien que Correct. tu développes un peu là-dessus. Si tu investis avec le cœur, c'est-à-dire que si tu investis dans un appartement, dans une maison, que quand tu es allé la visiter, ou même t'es pas allé la visiter, mais on va dire que tu as fait comment dirais-je, un, un online check, et que tu as un coup de cœur pour cet appartement et que dans ta tête, c'est juste pour le louer, même pas pour y vivre, là, va y avoir un problème. Mm. Parce que va y avoir toujours cette contradiction entre guillemets chez toi en te disant j'aime cet appartement, j'ai pas envie de m'en défaire, il me rapporte pas assez, ou va y avoir trop de questions Mm. vis-à-vis de cet investissement. Alors que si tu y mets juste de la raison, tu te dis voilà, cet investissement, c'est uniquement pour un rendement, pour une croissance en capital, pour X, sans penser derrière, tu vois cet actif comme un produit. Et donc, si tu as besoin de le vendre ou si tu as besoin d'en faire autre chose, tu n'as aucun problème parce que tu n'as pas d'affectif Ouais. qui est impliqué dans cet achat. Faut vraiment apprendre à se détacher. J'ai l'image de, tu sais, nous, à notre âge, par exemple, on a envie de se dire, bah, ok, je vais acheter un appartement pour mes parents, comme ça, ils seront tranquilles. Enfin, par exemple, tu vois. On peut avoir cette idée-là. Et du coup, j'imagine qu'il faut quand même apprendre à se détacher aussi de ça quand tu investis. Il faut savoir se dire, est-ce que c'est un actif qui va rapporter plus tard ou, enfin, comment tu gères ce genre de topic, de sujet? Pour ce type d'objectif qui est d'acheter un appartement pour ses parents, en fait, faut en avoir conscience. Mm. Faut en avoir conscience qu'il peut y avoir des problèmes, que ça peut ne pas être le meilleur investissement de ta vie, en fait. Et donc, de ne pas avoir de regrets vis-à-vis d'avoir eu une option entre acheter un autre actif et acheter cet actif. Tu l'as acheté pour une raison particulière, c'était pour y mettre tes parents. Mm. Même si le rendement n'est pas bon, même si la croissance en capital n'est pas bonne, tu l'as acheté pour quelque chose d'autre. Mais il faut en être conscient, en fait. Il ne faut pas en avoir de regrets sur le futur. C'est ça. Alors qu'un autre actif, l'autre actif, c'est vraiment pour optimiser le rendement et la croissance ou la croissance au capital. Mm. Mais si tu commences à acheter des biens par rapport à un affect, Mhm. alors à ce moment-là, il faut en avoir conscience et il faut se dire que même si tu perds de l'argent, tu perds de l'argent. C'est ça. Donc, ça revient à l'objectif et à définir les objectifs au début de ton Complètement, investissement et complètement. savoir Mais vraiment à quoi ça se si tu en es conscient dès le départ, si tu en es conscient dès le départ que tu risques d'y perdre de l'argent et tu es complètement d'accord avec ça, pourquoi? Alors, il n'y a absolument aucun problème. Le problème, c'est que si tu dis, bah, je vais acheter un bien et puis bah, je vais y mettre mes parents, mais je veux qu'ils me rapportent le plus. Là, c'est le problème. Là, c'est le problème parce que tu peux ticker sûrement un objectif, mais peut-être pas les deux autres. Hmm. J'aimerais bien qu'on parle de vivre selon ses moyens, parce que je sais que on a eu ce Voilà. sujet-là plusieurs fois ensemble. Il y a Ouais. certaines personnes n'arrivent pas du tout à économiser. Et ça, je pense que ça revient encore à ce qu'on disait juste avant par rapport à comment tu as été éduqué, ton environnement, comment on t'a appris à gérer Ouais. tes sous, etc., etc. Comment on gère ses sous quand on a notre âge ou à n'importe quel âge, j'imagine, mais quand tu voilà, as envie de faire un projet d'investissement, mais tu sais pas comment économiser. C'est quoi les conseils que tu donnes aux gens pour justement pour mettre en avant des économies pour faire un investissement et pas simplement pour faire dormir ses sous? Alors, ça va dépendre quand même de l'âge, ça va dépendre du salaire, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, ce que je vais te donner, c'est une réponse générale. Après, forcément, ça dépend si tu gagnes 200 000 ou si tu gagnes 50 000, ça va pas être la même capacité d'épargne, bien évidemment. Une règle de base, c'est d'essayer d'économiser entre 15 et 20 de ton salaire. Et donc, tu mets entre 15 et 20 de ton salaire sur le côté, tu n'y penses pas, et tu utilises les 80 autres pour la rent, pour vivre, pour sortir, et tu prends ça en charge. Et tu vois, j'avais cette discussion avec un de mes meilleurs amis qui,
qui a à peu près mon âge et qui, lui, n'a jamais économisé avant. Il a toujours vécu, comment dirais-je, Au-dessus de ses moyens. paycheck. Non, pas au-dessus de ses moyens, mais paycheck par paycheck. Tu vois, il arrivait au dernier jour du mois sans avoir mis de côté, en fait. Mhm. Et en fait, c'est aussi simple que ne pas prendre d'Uber tout le temps. Si tu as 10 minutes ou 15 minutes à marcher, bah tu marches pendant 10 ou 15 minutes. Tu fais les courses au lieu de prendre Uber Eats ou Menulog 4 fois par semaine. Mhm. C'est toutes ces petites choses. Toi, c'est les $20, c'est les $40, c'est les $60 que tu vas économiser et que tu vas mettre dans ton cash en début parce que tu vas pas généralement, tu vas pas le mettre, tu vas pas l'investir sur des actions directes parce que s'il y a un problème sur les marchés, il y a eu des problèmes, enfin, il y a eu une correction du marché cette année, donc tu as envie d'avoir une certaine poche de sécurité. Mais une fois que tu as créé cette poche de sécurité, on va dire 10, 20 000 dollars ou 20 000 euros, peu importe, après, tu peux faire d'autres choses. Parce que si t'arrive quelque chose, si t'arrive que soit tu te fais licencier, soit tu changes de boulot, soit tu as envie de prendre 3 mois sabbatique et que t'as pas de cash, tu peux rien faire en fait, t'as pas d'option. Alors que si tu as mis ces 10, 50 dollars sur un compte en cash et qu'après tu as accumulé 20 000 dollars ou même plus, là, tu peux avoir d'autres options. Tu peux avoir l'option de dire, bon, bah écoute, ce travail-là, je l'aime plus, je vais changer de travail ou je vais faire autre chose. Et puis après, au-dessus de ces 20 000 euros ou 20 000 dollars, bah là, à ce moment-là, tu peux commencer à investir sur autre chose que du cash. Tu as déjà ta soupape de sécurité. Tu peux te dire, bon, bah, je vais aller sur les marchés financiers ou je vais aller sur de l'immobilier. Voilà, tu peux commencer à avoir d'autres options. Donc, en fait, si tu veux, pour faire une conclusion de ce que je raconte, avoir une poche de sécurité et savoir faire un budget de ses comptes, de savoir économiser 10, 50 dollars, ça va te permettre en fait d'avoir plusieurs options d'ici quelques temps. Et ça, on ne se rend pas compte l'effet bénéfique que ça a sur ton psychique d'avoir des options différentes. Alors que si tu vis au jour le jour, eh ben, tu n'as pas d'option. Et quand tu n'as pas d'option, bah, tu es enfermé et ça peut avoir un effet négatif. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais la finance et le fait d'avoir des sous à disposition, entre guillemets, ça joue énormément sur le bien-être mental. Alors, je dis pas qu'il faut avoir des tonnes, des milliers, des cents, mais juste Non, se faire exactement comme tu dis, juste d'avoir sa petite poche de sécurité, au moins tu es tranquille. Mais du c'est coup, ça ça. joue énormément sur ton mental, ça joue Complètement. énormément sur ton rapport à l'argent. Et pour revenir au sujet principal, qui est justement le rapport à l'argent, et aujourd'hui, on a une expression qui s'appelle le money mindset. Je pense que tout le monde en parle un petit peu comme ça. C'est Ouais, vraiment savoir te détacher émotionnellement des sous, mais en même ouais, temps, quand même t'y intéresser. Et ouais. comment tu fais pour créer ce money mindset quand t'es jamais né là-dedans, quand t'as jamais été entouré de ça? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que à défaut d'avoir été, comment dirais-je, euh, d'avoir pris conscience très très jeune de l'importance de l'argent, de savoir économiser pour acheter quelque chose. Mais c'est tout bête, tu économises pour acheter un jeu vidéo, pour acheter, je sais pas, des affaires ou des choses comme ça. C'est très bête, mais ça commence comme ça en fait, de prendre conscience que on te donne pas de l'argent tout le temps, qu'il faut savoir l'économiser pour acheter autre chose, etc. Et c'est vrai que quand t'es pas né là-dedans, alors maintenant, avec YouTube et d'autres médias, tu as énormément de sources. Tu peux commencer à t'intéresser. Le problème, c'est que si on part du fait que tu es jeune, donc tu vas utiliser les médias sociaux, TikTok, j'ai jamais utilisé TikTok de ma vie, ou Instagram, j'ai jamais utilisé Instagram de ma vie, tu vas essayer de prendre conseil sur des gens qui sont sur ces médias. Et il faut faire très attention. Alors, il y a sûrement de très bonnes personnes avec de très bonnes intentions. Malheureusement, il y en a énormément, beaucoup plus, qui ont des agendas personnels et qui vont te faire des recommandations de produits ou voilà, qui ont des agendas qui ne sont pas en lien avec toi, tes objectifs. Donc, il y a à boire, il y a à manger. Il faut vraiment faire très, très attention à tous ces types de médias. Je pense qu'il faut voir les mecs qui ne te recommandent rien en tant que produit, c'est ceux-là qu'il faut pas, c'est ceux-là qu'il faut voir. Tu as Warren Buffett, tu Bien as, sûr. Damodaran Aswaf, qui est professeur de finance à l'université de New York, qui est excellent, alors qui rentre extrêmement dans le détail de la finance, de l'investissement, mais lui, il a rien à vendre. Mm.
Lui, il te fait des vidéos juste pour t'expliquer la finance, mais vraiment le détail de la finance. Ok. Et ça, c'est les gens qui, je pense, faut écouter. Quand tu écoutes des mecs, et je sais que tu as mentionné Poor Dad, Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki, ou tu as des mecs comme Tony Robbins, ou tu as d'autres mecs comme ça. Faut y faire très, très attention. Faut y faire très attention parce que les mecs, ils te vendent un livre, parce que les mecs, ils te vendent un podcast, ils te vendent un truc, ils te vendent quelque chose. Hmm. Et quand, si, le problème, c'est que généralement, c'est le client qui est le produit. D'accord. C'est-à-dire que si eux, ces gens-là, les commerciaux, c'est gratuit, forcément, c'est jamais gratuit quelque part. Ils vont retourner, ils vont recevoir un bénéfice quelque part. Donc, il faut toujours faire attention de savoir d'où se place la personne qui te parle. Donc, pour répondre à ta question, comment s'éduquer, les gens qui ne te recommandent aucun produit, qui Mhm. sont là juste parce que eux, ils sont déjà milliardaires et ils ont juste un intérêt de transmettre de l'information, c'est cela qu'il faut écouter. D'accord. Les mecs qui n'ont jamais rien prouvé, qui n'ont pas vraiment d'expérience dans la finance et qui tout d'un coup sont dans la finance et qui disent voilà, faut acheter tel crypto qui s'est craché il y a 2 jours. Faut faire très attention à ça. J'allais justement mentionner ça. Enfin, là, t'en parlais. J'étais en train de penser à cette vague d'influenceurs financiers. Donc, tous ces influenceurs qui te vendent des tradings, de la crypto, des investissements, etc., qui font de la promotion à tout va en ligne. Et oui, il faut s'en méfier. J'ai vu pas mal d'articles là-dessus. Et du coup, le fait que tu le valides maintenant, ça me rassure encore plus. C'est dommage dans un sens parce que par rapport à ce qu'on disait juste avant, si tu veux te renseigner et t'informer, bah aujourd'hui, bah évidemment, c'est en ligne et tout se fait en digital et les réseaux sociaux sont le premier truc sur lesquels les gens se jettent. Du coup, Ah, c'est compliqué tout d'un coup d'avoir besoin de faire un vrai tri d'informations. Et alors, quand tu n'as vraiment jamais appris tout ça, je pense que tu te sens vite angoissé et oppressé par toute l'information. Il y a aussi le côté influenceurs financiers qui te vendent une vie de rêve, qui te vendent une vie où ils ont, tu vois, tout le luxe. Et quand tu es ouais, jeune, je pense que quand tu es très jeune, tu vois tout ça, tu vois les c'est belles voitures, tu influençable. vois les maisons, tu vois, voilà, tu es très influençable et tu as l'impression que c'est ça le bonheur. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de revenir souvent au rapport à l'argent par rapport à ce que, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'avoir de l'argent? Pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'avoir des investissements? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, tu penses, t'apportera du bonheur dans le futur? Ou est-ce que c'est juste, tu vois, un bien en plus qui t'apportera, je sais pas, des projets, qui va te permettre d'aller, tu vois, d'un niveau à un autre dans ta vie, qui va te permettre d'assurer ton futur, ton patrimoine, quelque chose pour une succession, pour ta retraite, etc., etc. C'est ce rapport-là qui est, c'est super, il y a une ligne super fine entre, oui, j'ai besoin de faire attention à l'information que j'ai en face de moi, et en même temps, parfois, tu vois, ça vend du rêve, et je me dis, bah, tous les jeunes qui voient ça, évidemment qu'ils ont qu'une envie, c'est de cliquer sur les liens de trading et de crypto et de je ne sais quoi qu'on te propose parce que ça a l'air super facile et ouais, c'est vendre du rêve qui malheureusement peut se transformer vite en cauchemar parce qu'il y a énormément ouais, de faux trucs, on te vole ton argent, tu as de la corruption, tu as énormément de choses enfin, comme ça. Alors, je ne sais pas si tu garderas ou si tu couperas, mais tu as absolument raison. Des gens, des influenceurs, des mecs ou des femmes qui ont été dans la télé-réalité, comme des Marc Blatta, des Dylan, je sais pas quoi, des Maïva Guénam, enfin, je les connais, je les ai jamais vus, mais je les connais sur des articles qui te recommandent des choses, des tradings alors que les mecs n'ont aucune expérience, aucune éducation dans ce type de profession. Mhm. Euh, enfin, ils devraient être en prison, ces gens-là, réellement. Euh, Parler d'argent, parler du futur de personnes ou d'enfants, euh, en prenant de l'argent de ces gens-là et soit en le détournant, soit en investissant sur des produits financiers qui n'ont aucun sens, ces gens-là ont une responsabilité qui, je pense, devrait être légale et potentiellement partie en prison. Donc, il faut faire très, très attention à qui on écoute. Alors, je sais, je me souviens d'une de tes questions il y a plusieurs années, c'était, je croyais que les gestionnaires de patrimoine, c'était que pour les gens fortunés. C'est vrai, Tu vois, tu t'en souviens, c'est que tu avais cette vision que tu passerais par un gestionnaire de patrimoine uniquement quand tu auras de l'argent. exactement.
Et quand j'aurai beaucoup d'argent, l'idée pour moi, c'était bah, gestionnaire de patrimoine, ça veut dire que tu as beaucoup de sous à investir. Exactement, exactement. Et ça, c'est entre guillemets un mythe. Mm. C'est que t'as même pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour parler avec un gestionnaire de patrimoine. Si le gestionnaire de patrimoine est correct, euh, il saura comment te guider, te développer en fait entre guillemets. Donc t'éduquer par rapport aux différents produits financiers. Et puis s'il y a moyen de faire de faire une opération et d'être en lien avec tes objectifs, à ce moment-là, il t'aidera aussi, tu vois. Mais un gestionnaire de patrimoine, il est là pour t'aider. Entre guillemets, pour moi, je le vois plus comme un. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que d'autres gestionnaires de patrimoine te diront autrement, tu vois. Mais je me vois comme un médecin généraliste. Ok. Tu viens me voir, tu as un problème, tu viens me voir, et puis je vais te dire si le problème il a du sens ou s'il n'a pas de sens. Et Mhm. puis s'il y a quelque chose à faire, s'il y a besoin d'aller voir des spécialistes, je connais les spécialistes, donc on avisera. Mais tu vois, c'est de voir ta situation dans sa globalité, et puis t'aider, et puis voir s'il y a quelque chose à faire ou s'il n'y a rien à faire. C'est sûr que si tu as 5 000 euros, je te dirais, c'est encore trop tôt. Il faut que tu économises encore quelques milliers d'euros ou quelques milliers de dollars avant que tu te sentes safe pour toi, déjà, et pour ensuite, après, pouvoir investir dans d'autres produits financiers. Ça sert à rien de sauter les étapes. Oui, non, ça sert à rien de sauter les étapes. Mais c'est ça que j'ai adoré aussi avec toi, c'est le fait que tu apportes aussi beaucoup de soutien mental et que Ouais, tu vois, enfin, t'apprends aussi à guider les gens, à dire, bah voilà, c'est bien d'économiser. Pourquoi c'est bien d'avoir des objectifs, et je pense que c'est super important. Et je pense que c'est une image qu'on n'a pas forcément, justement, quand on n'a pas baigné dans la finance et qu'on se ouais, dit gestionnaire de patrimoine déjà. Et là, je parle vraiment pour moi personnellement, et j'ai pas peur de le dire. Pour moi, ça deux énormes mots, tu vois, gestionnaire, patrimoine. Alors là, je suis paumée. J'ai vraiment l'impression que c'est pas mon monde et que bah, enfin non, tu vois. Alors qu'en fait, bah pour moi, c'est conseiller financier. Voilà, j'appelle juste ça comme ça et je mets des mots super simples hmm, et je me dis juste, bah voilà, je vais juste me renseigner. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je mette de côté pour avoir un actif, comment on met de côté et c'est quoi les meilleures solutions et c'est quoi les risques et pourquoi c'est bien de prendre ce risque, tu vois, qu'est-ce que c'est le risque bien sûr. utile, qu'est-ce que c'est le risque qui est pas utile, comment tu mesures ton stress par rapport à tout ça, etc., etc. Et je me souviens que au début, quand on a eu une conversation ensemble, tu m'as vraiment expliqué comment gérer ton stress par rapport à tout ça. Ouais, Ça, évidemment, ça revient toujours à ton rapport à l'argent et ouais, comment tu gères ton rapport à l'argent parce que tout le monde ne le gère pas de la même manière. Et ça n'a rien à non, voir avec, je pense, le nombre de sous que tu as dans ton compte. Je pense que c'est vraiment, ça revient à l'humain et à toi-même et à te recentrer sur, OK, c'est quoi tes croyances? Parce que même si tu as 1 million d'euros, si ton rapport à l'argent, il est très mauvais et qu'il est très, euh, complètement. ouais, enfin, tu seras jamais heureux de ce que tu vas recevoir et tu seras toujours dans la peur, Complètement. tu seras toujours dans le plus, 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 donc tu seras jamais content de l'actif que tu auras. Et ouais, et à l'inverse, si tu fais vraiment attention enfin, si tu essaies de te recentrer un petit peu plus et d'être conscient de ton rapport à l'argent, bah, du coup, tu peux prendre des risques sans avoir peur de perdre tes sous. Je pense que c'est ça aussi le truc. C'était de se dire, il faut pouvoir se dire qu'il y a des sous qu'on va investir et qu'on n'a pas peur de perdre. Je pense que c'est ça aussi de se stresser, moins de stress mental. Ouais, ouais, il y a de ça. De toute façon, il y a toujours du risque. Je veux te dire, même si tu es investi sur du cash, c'est-à-dire sur une assurance vie ou autre, tu as la loi Sympa 2 qui rentre en compte. Et en fait, si tu investis au-dessus d'une certaine somme, ton cash peut disparaître si les banques sont en faillite, si les assurances sont en faillite. Donc, entre guillemets, le risque, il est partout. Si tu mets ton... Je me souviens, mes grands-parents, ils mettaient leur cash sous le matelas. Ta maison, elle brûle, tu n'as plus de cash. Tu as toujours du risque. Peu importe ce que tu fais. Tu le mets à la banque dans un coffre-fort, il y a un risque qu'il y ait quelqu'un qui vienne cambrioler la banque. Le risque, il est partout. Après, c'est d'en être conscient et de le manager. Comment dirais-je, euh, pour le test qui fait que euh, je me dis, les clients, ces produits ou cette structure financière,
est la plus adaptée pour eux, c'est le test du sommeil. C'est-à-dire que si mes clients me disent que même après 10, 20 ou 50% entre guillemets, de pertes non physiques, c'est-à-dire que tu n'as pas vendu et que tu arrives toujours à dormir, c'est parfait. Euh, dès que je sens que mon client ou ma cliente, si le marché, que ce soit le marché financier ou le marché immobilier, perd 10% et qu'elle me dit ou il me dit que euh, ça va être très stressant pour cette personne-là, à ce moment-là, il vaut mieux aller sur autre chose. Ou on manage le risque, ou on manage le risque d'une autre manière. Mais le test du sommeil, je pense que c'est la meilleure façon. Je marche toujours par en anglais, c'est par bucket. Tu as un bucket cash, tu as un bucket immobilier, tu as un bucket marché financier, tu peux avoir un bucket crypto, actifs alternatifs, private equity, etc. Mais tu as des buckets. Et en fait, ce qu'il faut, entre guillemets, prendre conscience, voilà, tu as ton bucket cash, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ça qui te donne ta liberté d'esprit, ta liberté de faire, de changer de travail, etc. Une fois que ton bucket cash il est rempli comme tu voulais le remplir, c'est-à-dire que peut-être que dans ta tête, tu as besoin de 50 000 euros pour dormir tranquille. C'est peut-être ça, tu vois. Et tu en as peut-être d'autres qui ont besoin juste de 15 000 euros. Ok. Ça dépend réellement de la personne. Chaque personne est différente, forcément. 5 000 euros, c'est beaucoup trop peu. Mais tu vois, je pense que minimum 15 000 euros, tu peux commencer à penser à d'autres choses. Et puis après, tu as un bucket actif financier et tu peux aller sur autre chose. Réfléchir par bucket, ça t'aide. Ça t'aide parce que Ouais. ça te permet de dire, bon voilà, je vais diversifier mon patrimoine en fonction de ces buckets. Tu as ton cash qui représente 10%, puis après, tu as ton bucket immobilier. Dans ton bucket immobilier, tu peux avoir investissement en Australie, résidence principale, tu peux avoir SCPI, tu peux avoir LMNP, tu peux avoir plein de types d'actifs dans ton bucket immobilier. Puis après, tu as ton bucket marché financier avec compte titre, PEA, assurance vie, superannuation ou family trust, peu importe. Voilà, et tu as investi là-dedans. Euh, je pense que c'est une bonne méthode de réflexion quand on pense à la finance, de réfléchir par bucket. Et une fois que le bucket cash est rempli, on peut passer à autre chose. C'est top. J'ai envie de m'intéresser sur un point qui est devenu un peu tendance, qui Ouais, s'appelle la SCPI. ouais, Et j'aimerais bien que tu m'en je connais bien. parles un petit peu parce qu'on en entend parler de plus en plus et spécialement pour les expatriés parce que c'est un actif qui permet d'investir sans avoir tout le côté trop administratif et sans avoir tout le côté de recherche d'appartement, de notaire, de recherche de locataire, de s'assurer d'avoir les loyers qui tombent, etc., etc. Est-ce que tu peux Ouais, nous parler un petit peu de ça? bien sûr. Bah, écoute, moi, déjà, pour être en toute transparence avec les personnes qui écouteront ce podcast, la SCPI, ça représente 90% de mon chiffre d'affaires. Euh, parce que c'est le produit financier qui te permet d'investir dans l'immobilier en utilisant l'effet de levier, d'accord, donc en passant par un crédit, tout en diversifiant ton patrimoine immobilier en juste une opération ou deux opérations si tu achètes de SCPI. Est-ce que tu Alors peux que juste redéfinir, tu peux juste redéfinir ce que c'est SCPI exactement? Je pense que c'est. Société civile de placement immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un conglomérat de personnes qui investissent dans une structure, donc une société civile, et tu as un manager qui achète des immeubles en fonction de leur typologie. Donc, ça peut être des bureaux, des commerces, des hôpitaux, des EHPAD, de la logistique, etc. Ça peut être plein de types d'immeubles et avec beaucoup de locataires aussi. En fait, tu diversifies le risque non seulement au niveau de la typologie euh, du, euh, du produit, mais en plus au niveau de l'allocation géographique. Donc, forcément, tu en as la majorité qui se trouve en France, donc les actifs se trouvent en France, mais tu en as maintenant que depuis quelques années, depuis peut-être, alors c'était à l'échelle embryonnaire en 2012,
mais depuis quelques années maintenant, depuis peut-être 3 ans, on voit de 3 à 4 ans, on voit de plus en plus de SCPI qui Mm. investissent dans des actifs en Europe. Et la raison pour laquelle les expatriés sont assez friands de ce type de produit, c'est que en France, si tu as des actifs en France qui se trouvent en France, tu es impacté par la fiscalité française. C'est-à-dire que avec la fiscalité française, elle marche de la façon suivante. Tu payes 20% d'impôt dès le premier euro de, de loyer, jusqu'à à peu près 27 000 euros. Et au-dessus de 27 000 euros, tu payes 30% d'impôt. Plus tu rajoutes les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, en règle générale, tu vas payer entre 37,2 et 47,2% d'impôts sur les loyers que tu reçois. Alors, j'élimine tout ce qui est LMNP, etc., où tu déduis des taxes, l'amortissement, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, d'accord. Euh, Par contre, quand tu investis dans des SCPI où les actifs se trouvent en Europe, tu es assujetti à la fiscalité de ce pays. Donc, tu n'as plus ces 37,2% ou ces 47,2%. Par exemple, en Allemagne, c'est 15,83%. D'accord? Donc, l'impôt, il est prélevé directement à la source et le gérant va te verser le loyer net. Donc, net de fees et net de taxes. Et donc, pourquoi les expatriés sont très, très friands de ce type d'investissement, c'est que tu n'as pas d'administratif. Tu n'as pas d'administratif, donc tu n'as pas quelqu'un qui va t'appeler tous les 2 mois, 3 mois, pour te dire que la chaudière ne marche pas, qu'il faut changer de la vaisselle, que il y a un problème avec un crack dans le mur de l'immeuble, etc. Donc il faut repayer, etc. Donc tu n'as pas ce type de problème. Deuxième point, c'est que généralement le rendement, et je parlais de façon générale, tu auras toujours des personnes qui vont me dire que j'ai tort parce qu'ils ont trouvé des pépites. Mais en règle générale, le rendement est meilleur parce qu'on est sur des baux commerciaux. Et généralement, les baux commerciaux, non seulement ils ont des baux dont le terme est plus long, on est sur en général 9 ans, alors que sur du LMNP, on est sur du 1 an et du NU, on est sur 3 ans. Mhm. Là, on est sur des baux longs, donc ça te, entre guillemets, garantit une certaine sécurité dans les loyers que tu vas recevoir pendant une certaine période. Et on est sur des baux commerciaux, donc généralement, les rendements sont plus élevés. On va être sur, je vais parler brut, on va être sur du 7-8% brut, Ok. qui est quand même beaucoup plus élevé. Ensuite, tu n'as pas de notaire. Donc, tu n'as pas les 7 à 8% à payer à un notaire upfront, de mise de départ. Et puis ensuite, après, tu as la diversification du patrimoine immobilier qui est, quand tu investis dans une SCPI et que la SCPI, elle a 100 immeubles et 200 locataires, bon, bah, Mm. si tu as 2 locataires qui ne payent pas, ça va avoir une incidence très, 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 très faible sur tes rendements. Mm. On l'a bien vu pendant le Covid, qui a été fantastique pour les SCPI. Les marchés financiers qui ont perdu entre 10 et 15%, Mhm. et la SCPI, qui a eu un rendement moyen, donc si on prend la moyenne de plus de 60 ou 70 SCPI, qui a été de, je crois, 4,11% en moyenne, sans compter la revalorisation des parts. Si on compte la revalorisation, je crois qu'on était à 5,2%. Tu ne t'occupes de rien, tu reçois l'argent, et voilà, ça, c'est tout bénef. Alors après, tu peux t'en occuper toi-même, tu peux aller investir dans une ville et essayer d'acheter un immeuble, d'essayer de percevoir 8-10%. C'est Mm. possible, il n'y a absolument aucun problème, c'est pas du tout mon travail. Mm. Donc, si je reprends un petit peu tout ce que tu as dit, en simplifiant, sans tous les pourcentages, c'est la SCPI, du coup, un parc immobilier, un parc d'actions immobilier. Enfin, du coup, tu fais un petit peu comme si tu achetais un mur dans une compagnie, un mur dans une autre compagnie, un mur. Donc, tu C'est es ça. actionnaire de tout ça. Donc, Ouais. tu n'es pas propriétaire d'un immeuble ou d'un appartement, pardon, comme ce que nos parents faisaient Ouais. de façon logique. Et voilà, c'était un petit peu, voilà, j'ai des sous, j'investis, j'achète un appartement, Ce qui est voilà, traditionnel. qui est Ce qui est traditionnel, traditionnel. exactement. Et aujourd'hui, du coup, la SCPI, c'est vraiment, voilà, tu mets des actions, tu es propriétaire de plusieurs murs dans, du coup, plusieurs endroits, Absolument. c'est vraiment un parc immobilier. T'as un parti, donc tu es associé à une SCPI Mm. qui gère un parc immobilier. Voilà. Donc, tu es propriétaire. C'est-à-dire que si, entre guillemets, pour X ou Y raison, le gérant, les associés ne sont plus contents du gérant ou que le gérant voilà, décide de faire autre chose, euh,
il y a, entre guillemets, pas d'incidence directe sur les associés parce que vous êtes propriétaire des murs. Donc, vous trouverez un autre gérant qui gérera les murs. Ça a Ok. quand même une énorme incidence parce que ça te rassure. Parce que si demain, je te dis, voilà, on va aller sur des SCPI et que le gérant fait faillite Mhm. et que tu te dis, putain, je vais tout perdre, euh, là, ça va, bah, forcément, on augmente au niveau, au niveau du risque. Alors que si je te dis, voilà, le gérant, il peut faire faillite, mais de toute façon, toi, tu as les murs, bah voilà, vous trouverez un autre gérant Mhm. et puis l'histoire continuera. Bien sûr. Super intéressant. Merci d'avoir partagé ça parce que je pense que ouais, ça peut ouvrir des opportunités et des idées à pas mal de monde de se dire bah attends en fait moi aussi je peux investir à distance juste en étant Bien propriétaire mais sûr. différemment. C'est quoi tes conseils pour les gens qui ont écouté tout ça, qui ont très envie d'investir mais qui ont toujours un petit peu peur de sauter le pas? Bah écoute, première chose à faire, c'est définir ses objectifs. Franchement, il faut repartir à la base. C'est qu'est-ce que je veux faire de mon argent? Est-ce que je veux rester en Australie ou est-ce que je vais rester en France ou peu importe. Mais il faut être très clair de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon argent sur le court terme. Donc, est-ce que j'ai envie d'acheter une résidence principale dans 1 an, 2 ans, 3 ans? De combien de cash, de combien de liquidité j'ai besoin pour acheter cette résidence principale? Est-ce que j'ai envie d'acheter une résidence principale? Peut-être jamais. Donc, tu vois, ça, c'est déjà tous les points qu'il faut prendre en compte Mhm. quand on va discuter avec quelqu'un. Et puis après, après faire des recherches. Mais les recherches, elles peuvent se faire sur le dos d'avoir une discussion avec un gestionnaire de patrimoine. Euh, voilà, avoir une discussion avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mhm. Et puis, je pense qu'il faut toujours faire des recherches par soi-même. Parce que écouter juste une seule personne, euh, je pense pas que ce soit enfin, pas une bonne chose, mais de mettre trop de confiance vis-à-vis d'une seule personne sans la connaître réellement, vaut mieux avoir plusieurs sons de cloche et puis regarder, lire les différents articles qu'il y a sur Internet et puis après peut-être revenir sur cette personne ou une autre personne. Mhm. Mais il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble des différents types de produits qui s'offrent à vous avant de faire autre chose. Et puis, la troisième étape, c'est que euh, une fois qu'on est sûr, pas changer d'avis. Toi, de pas avoir Mhm. pas de regret, mais de se dire, est-ce que j'ai bien fait? Je pense que une fois qu'on a passé une certaine étape, une fois qu'on est sur quelque chose, il faut aller à 100% là-dedans. Mhm. Dans n'importe quoi dans la vie, je pense que c'est jamais bon de juste donner 50%. C'est soit 0, soit 100%. Et je pense que ça rejoint complètement ce qu'on disait par rapport au rapport à l'argent. Je pense qu'il faut être avant d'investir ou de faire ces projets-là, il faut peut-être apprendre à être un petit peu plus serein et se détacher et peut-être réapprendre à avoir une bonne relation avec l'argent et se dire que bah, finalement, l'argent, c'est quoi? C'est juste un outil. C'est un outil qui te permet Complètement. voilà, de faire des échanges, de faire des investissements, de faire des projets, d'avoir des C'est une expériences, liberté. etc. L'argent, c'est une liberté. C'est une liberté, mais attention au mot liberté, je pense, parce que si t'as pas d'argent, ça veut pas dire que tu peux pas être libre. Tu peux avoir des libertés Ah, bien différentes. sûr, bien sûr. Mais ça te permet de faire des choses. Bien sûr, c'est ça. Ça te permet d'avoir des options. Et les options, c'est ça. C'est quand je parle de liberté, c'est avoir des options. D'accord. Ouais. Mais je pense que du coup, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et sur ton dernier point, je pense qu'il faut peut-être d'abord réapprivoiser et comprendre son rapport à l'argent pour pouvoir être serein Ouais, si n'importe quoi se passe et être OK avec ça. complètement, complètement. Je vais revenir à mes buckets. Quand tu me demandes ce que les gens doivent faire en première étape, avoir du cash et être serein par rapport à ce qui peut se passer dans leur vie. Ça sert à rien d'essayer comme tu le disais auparavant, d'essayer de joindre les deux bouts et puis de penser, bon, bah, je vais investir dans une maison, je vais investir dans un truc. Non, je pense qu'il faut prendre étape par étape. Comparer, je vais revenir aux influenceurs qui vendent du rêve, et qui louent des Lamborghini et des Ferrari à Dubaï. C'est pas la réalité. Il n'y a pas de façon de devenir riche facilement et rapidement. Mm. Alors, tu vas peut-être avoir des outliers qui vont te dire qui représentent 0,001% de la population mondiale,
mais en règle générale, pour se construire un patrimoine, ça prend du temps. C'est pas sexy. C'est pas le truc le plus sexy au monde. C'est pas genre, je vais mettre 5 000 $ dans une crypto et dans 3 mois, je suis milliardaire. Et je pense que la Euh, façon dont tu le décris aussi est vachement différente. C'est intéressant parce que tu dis, les influenceurs veulent, enfin voilà, ils te vendent du rêve pour que tu sois riche. Et toi, tu te détaches de ça en disant avoir un patrimoine. Tu vois la différence entre se ouais, dire, oh purée, j'ai envie d'être riche ou oh purée, j'ai envie d'avoir un patrimoine et de construire un c'est patrimoine. Je trouve que ça. c'est complètement différent. Les C'est objectifs complètement sont différent. différents. T'as absolument raison. C'est complètement différent parce que dans ma tête, t'as pas besoin. Alors peut-être que t'as des gens qui ont des gros besoins, mais c'est même pas la majorité. Dans l'entièreté des gens avec qui j'ai parlé, de mes clients, t'en as pas un qui m'ont dit j'ai envie d'avoir 10 millions de dollars et de rouler en Bentley ou en Ferrari ou peu importe. La majorité, même l'entièreté, c'est de se dire j'ai envie de vivre avec X 50 000, 60 000, peut-être 100 000 $ par an, vraiment pour la case haute. Mais voilà, tu vois, juste de vivre, de pouvoir vivre dans ma maison, de pouvoir voyager jusqu'à temps que mon âge me permette de voyager, de pouvoir aller au resto, voilà. Des choses simples de la vie, en fait. Des choses très, très simples de la vie. T'as pas besoin d'avoir une Lamborghini, t'as pas besoin d'avoir une villa avec 15 pièces et 3 piscines. Il faut vraiment, je pense, redescendre sur Terre. Alors le problème, c'est que là, nous, enfin, moi j'ai la trentaine, mi-30, mi-trentaine, mais tu as peut-être des gens, des jeunes qui ont 15 ans, entre 15 ans et 25 ans, qui n'ont pas cette expérience de la vie qui fait qu'ils voient des influenceurs ou d'autres personnes qui se disent, j'ai envie d'avoir ça. Mm. Et c'est ça le problème, c'est que ces gens-là sont très influençables, et c'est normal, on l'a été quand on avait 15 ans, 25 ans, sauf que nous, moi j'avais pas Internet, enfin 15 ans, Internet c'était très très, très très limité, donc on n'a pas été influencé par ce type de Ouais, médias. Maintenant, ils existent, et c'est le problème. Il y a à boire et à manger, tu vois. bien Il y a sûr. de très très bonnes personnes à écouter, et il y en a d'autres qui sont extrêmement néfastes. Et je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, généralement, ça va s'adresser aux jeunes, parce que les personnes qui ont plus d'expérience, elles le savent, vous n'écoutez pas ces influenceurs. Euh, en investissant 5 000 ou 10 000 $ dans des cryptos, vous n'allez pas être riche, d'accord? Vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment marcher, c'est le lièvre et la tortue. Vraiment, c'est la fontaine. C'est petit à petit, étape par étape. T'as du cash. Une fois que tu es safe avec ton cash, tu passes à l'étape suivante, qui peut être immobilier ou marché financier. Mhm. Je dis pas, je suis pas du tout contre les cryptos, parce qu'on va penser que je suis contre les cryptos. Je suis pas du tout spécialiste dans les cryptos. Je suis de façon générale le marché de la crypto, mais qu'on se le dise, ce n'est pas un actif déjà physique, donc qui a un rendement. D'accord, une maison de la SCPI, c'est physique. Enfin, la pierre papier, c'est pas physique, mais Mm. enfin, t'achètes des immeubles. Euh, un appartement, une maison, c'est physique. Tu peux reconstruire et tu refais autre chose. Tu vois. La crypto, c'est complètement différent. Donc, il y a le réel et il y a le virtuel. C'est ça, Il faut faire détaché. attention à ça. Et je veux juste revenir par rapport à ce que tu disais aux influenceurs, ça influence les jeunes, etc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi définir la signification du bonheur. La signification du bonheur pour soi. Je pense que quand tu es très jeune, c'est pas quelque chose que je pense pas que tu te poses la question tant que ça. Je pense que c'est ce que tu acquiers via l'expérience. Et malheureusement, je pense que pas seulement les jeunes, mais un petit peu à tout âge, et c'est intergénérationnel, si t'as pas vraiment une vraie définition du bonheur et de ce qui te rend heureux, bah, du coup, quand tu vois des gens qui te vendent entre guillemets du rêve via des produits, via des choses qui sont physiques, tu as l'impression que c'est ça qu'il te faut et tu as l'impression que du coup, ça devient Ouais. un besoin. Et ça devient la recherche du besoin et la recherche du bonheur devient quelque chose que bah, tu n'atteindras jamais parce que une fois que tu as un petit peu, tu veux plus, tu veux plus, tu veux une voiture, une autre, une autre, une autre, une autre, un immeuble, Ouais, etc. bien sûr. Et je pense que ça revient sur le sujet du jour, le rapport à l'argent. Ouais. Je pense que ça touche ton rapport au bonheur. Je pense qu'on devrait tous réapprendre à se recentrer sur nous-mêmes et à savoir ce qui nous rend heureux.
Et ce qui nous Mhm. rend heureux, c'est les choses qui sont des assets intangibles. C'est des choses que tu ne touches pas. C'est Ouais, l'amour, c'est les connexions, c'est les sourires, c'est les rires, c'est les souvenirs que tu crées avec les tiens, les gens autour de toi. Et se recentrer là-dessus. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des pays dans le monde qui sont complètement pauvres, où tu vois les gens qui sont super heureux et ils te parlent pas de crypto, machin, trading, machin. ouais, bien sûr. Et le rapport à l'argent dans ces pays-là est complètement différent de nous, par exemple, Européens Ouais, ou en Australie ou ailleurs. ouais, Et je pense que c'est important de rappeler ça dans ce genre d'épisode de podcast parce que oui, on parle d'argent et de financement et d'investissement, mais je pense qu'avant ouais. tout investissement, il faut d'abord se recentrer sur, comme tu disais, les objectifs. Ton objectif pour toi, mais ton objectif aussi sur le long terme. Est-ce que c'est parce que tu veux être heureux que tu investis? Et c'est là où justement, j'invite les gens à se poser la question, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Jusqu'à Mhm. combien d'argent sur votre compte vous devez avoir pour définir que vous serez heureux? Et est-ce que Mhm. vraiment c'est ça le bonheur? Je pense que Complètement. Complètement. Mais il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis où je ne sais plus sur combien de milliers de personnes, qui a été faite par rapport au salaire. Alors, c'était pas par rapport au patrimoine, mais c'était par rapport au salaire. Combien il faut gagner pour ne plus aller rechercher d'argent, ou en tout cas pour ne plus aller rechercher plus d'argent. Et je crois que la limite était entre 100 ou 120 000 dollars. Mhm. Donc, les gens, généralement, ils vont aller chercher jusqu'à ces 100 ou 120 000 dollars. Et après, l'argent passe en secondaire. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont plus besoin d'aller gagner 170 ou 180 ou 250 000. Alors après, ça peut être un objectif personnel, hein. Là, on parle de moyenne, hein. Donc, on parle pas d'individus, de cas personnels. Voilà, il faut savoir il faut savoir définir ce qui vous rend heureux. Il y a enfin, après, c'est pas à moi de le dire pour les gens, c'est les gens de le définir eux-mêmes, hein. Bien sûr. Euh, les gens que je rencontre généralement, c'est j'aime voyager. Du moment que à ma retraite, je puisse faire 2 voyages ou 1 ou 2 voyages par an, voilà. En tout cas, moi, je suis très réaliste. Je suis très très réaliste. Et s'il y a un objectif qu'on définit ensemble avec mes clients, c'est que je sais qu'on peut le réaliser. Trop top. Merci beaucoup, Matt. Eh ben, écoute, Comment on peut te trouver si les gens ont envie de travailler avec toi, s'ils ont un projet, s'ils ont alors, des questions? ouais, bah écoute, comme je t'ai dit, moi je suis pas sur TikTok, je suis pas sur, je me fais assez rare sur les Pas réseaux encore, pas sociaux. encore. Mais en tout cas, ils peuvent taper mon nom, Mathieu Delamétrie, sur LinkedIn. Je mettrai tout ça dans la Euh, description du podcast. Parfait. Il y en a pas deux. Donc, D'accord. s'il tape Pas mon nom, unique. ce sera uniquement moi. Et puis, on peut avoir une discussion. Ça peut être une discussion par téléphone d'abord. Généralement, c'est par téléphone. Et puis après, on se rencontre. Et puis après, on voit. Et généralement, les relations, si tu veux, elles commencent à un moment donné. Donc, on va dire en janvier. Puis, les choses commencent à se faire à partir de plusieurs mois. Tu vois. Il faut mettre, de toute façon, il y a une question de confiance dans le travail que je fais. Bien sûr. Faut que les gens ils aient confiance en moi et je travaille pas avec des gens qui n'ont pas confiance en moi de toute façon. Ça sert à rien de travailler avec quelqu'un si t'as pas confiance. Alors, Mm. ça ne s'est jamais produit, Mm. mais je mets en avant le fait que si vous n'avez pas confiance, que ce soit en moi ou en quelqu'un d'autre, ça sert à rien de bosser avec cette personne. Ok, merci beaucoup. En tout cas, si je Bah peux Mel, rajouter merci. juste un conseil, c'est juste aux gens qui écoutent, qui ont des questions et qui sont pas trop sûrs. Je conseille simplement de soit oui faire des recherches ou juste se tourner vers des gens comme toi pour vraiment avoir toutes les questions et clarifier tout d'un coup. Mais Ouais, voilà. bien sûr, bien sûr, bien Merci. sûr. Avec plaisir. Merci encore 1000 fois. Merci Mélanie, merci. Et puis à très bientôt. Et puis au À très plaisir de parler bientôt. aux gens qui voudront discuter. Carrément. À bientôt, Matt. Merci Mel. Ciao.